Salam alaikum Azul Filaoun, bonjour. Une courte vidéo tirée d'un discours de Sidi Saïd hier à Rzéou. Vidéo que je ne commenterai pas. ونقولها بصوت عالي بفضل الرجل هذا. احنا قلنا dans le sang, dans la tête, dans les pieds et dans les mains, vive Bouteflika. Je me suis longtemps posé des questions sur la capacité de certains peuples, et pas d'autres, de se relever des déchéances où ils ont été précipités, bien malgré eux, souvent. Mais quel est donc ce ressort invisible qui permet aux peuples frappés par de cruelles vicissitudes de faire face à l'adversité, de penser leurs blessures, puis de se lancer à l'assaut des défis qui se dressent sur leur chemin? Après la Deuxième Guerre mondiale, 2 pays avaient été réduits à l'état de poussière, de boue sanglante, l'Allemagne et le Japon. Il ne restait plus rien d'eux qui soit resté debout. Ils ont été littéralement rasés. Plus une pierre ne reposait sur une autre, pour ainsi dire. En Allemagne, même les édifices millénaires, comme les magnifiques cathédrales, bien connues d'Allemagne, avaient été mis à bas. Le pays avait été divisé en 2, chaque partie dans un bloc idéologique. Au Japon, 2 bombes atomiques avaient vitrifié toute forme de vie dans des régions entières. Dans ces 2 pays, la situation était plus que désespérée. Moins de 40 ans plus tard, ces 2 pays se sont hissés au pinacle des nations, parmi les pays les plus prospères, les plus avancés, les plus modernes du monde, souvent très loin devant les puissances mêmes qui les avaient dévastés. C'est cela que nous ne pouvons nous empêcher de méditer. C'est cela qui nous interpelle. Je ne sais pas où ces peuples ont tiré leur formidable énergie, leur immense courage, leur inébranlable détermination. Je ne sais pas si des peuples disposent dans leur conformation même, dans l'essence même qui les fonde, d'aptitudes que d'autres peuples n'ont pas. Mais je sais, par contre, que les régimes politiques qui ont mené ces 2 nations vers l'abîme n'ont pas réussi à dévaster les équilibres fragiles qui les tiennent, les principes vertueux qui les cimentent, l'esprit qui les fonde. En Algérie, le mal profond qui ronge la société algérienne, les fléaux terrifiants qui sapent et minent les murs de la cohésion nationale, les maux qui disloquent la notion même de nation, ne se trouvent pas dans les hallucinantes déprédations du régime, ni même dans la violence qu'il a déployée et manipulée contre les civils, faisant des dizaines de milliers de morts, ni encore moins dans la corruption systémique qui le distingue. Non. Aussi mortifères soient-ils, ces crimes ne peuvent pas provoquer de façon irrémédiable la mort de la nation. Nous pourrons nous en relever parce qu'il n'y a rien, aucun défi que l'homme ne peut pas affronter. Si tant est que l'homme n'a pas été lui-même dévasté. Et c'est là, je crois, que se situe toute la différence entre les nations qui survivent au naufrage où ils ont été plongés. C'est là où se trouve. Le pire que peut subir un peuple, je crois, n'est ni dans le pillage de ses richesses, ni dans l'oppression qu'il a servi, ni même dans les effroyables carnages qu'il subit. Son génie et sa résistance, combinés aux effets du temps, lui permettent toujours de renaître de ses cendres, à la seule condition, comme je l'ai déjà dit, que le régime qui le subjugue n'ait pas réussi à extirper de son âme millénaire les valeurs et les vertus qui l'affermissent. C'est cela
qui menaçaient la nation algérienne, qui risquaient de la tuer. Mais, les manifestations d'hier, du 24 février, même si elles n'ont pas tenu toutes leurs promesses, même si elles nous ont montré que les Algériens sont encore dans une sorte de coma, même si le régime nous a montré sa terrifiante capacité de répression, ces manifestations nous rassurent et nous redonnent de l'espoir. Sous la cendre épaisse de la médiocrité, la braise est toujours ardente. Du cœur même de la gangue qui calcifie nos plus belles valeurs, le cœur battant de la nation palpite encore. Des hommes et des femmes sont encore là, beaux et vibrants de promesses, le port fier, la démarche assurée, le regard rempli de rêves. La nation est encore vivante. Elle survivra à ces fossoyeurs. Et quand le fleuve puissant enflera et qu'il déferlera sur les plaines éplorées, trop longtemps en déshérence, il emportera tous les immondices qu'il a jonchés. Le fleuve est là et la crue salvatrice a commencé hier. N'entendez-vous pas le roulement de l'orage? Ne sentez-vous pas ce parfum humide de la pluie bienfaisante? N'avez-vous pas ressenti la fraîcheur des embruns sur votre peau qui précède la formidable lame de fond qui s'annonce? Aujourd'hui, Al-Watan. Des dizaines de milliers de policiers mobilisés. La capitale interdite à l'opposition par Hassan Wali. TSA. Manifestation du 24 février, près de 40 000 policiers déployés au centre d'Alger selon l'opposition par Hajar Gnanfa. Le Monde. Manifestation en Algérie contre le gaz de schiste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sofiane Gilali, président de Jil Jadid, et Faisal Mattawi, journaliste à Al-Watan. Sofiane Gilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, M. Benchenouf, d'autant plus que lorsqu'on vous écoute, on est admiratif devant votre verve. Vous collez si bien à l'esprit de la nation. C'est encourageant. Merci, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment, Sofiane. Alors, dites-moi, aujourd'hui, le 25 février, un jour après le 24 février, quelle est votre appréciation de ce qui s'est passé hier, sachant que les avis sont très partagés. Certains pensent que c'est un vrai échec, c'est un échec cuisant. D'autres disent non, c'est un vrai succès, c'est quelque chose, c'est un tournant même. Alors, à votre avis? Peut-être que la vérité entre les deux, ce n'est absolument pas un échec, tout au contraire, ce n'est peut-être pas une extraordinaire réussite, il faut rester mesuré. Mais c'est un pas très important que nous venons d'accomplir. Ce matin même, nous étions en réunion dans le cadre de l'instance consultative de l'opposition et tout le monde était très content de la tournure des événements, bien que chacun se plaignait de certaines douleurs dans le corps, puisqu'on a été bien malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, par les forces de l'ordre. Mais en tout cas, les conclusions sont très positives. Nous avions fait un tour d'horizon, non pas seulement sur ce qui s'est passé à Alger, mais dans les wilayas à travers le pays et aussi à l'étranger. Les succès ont été plus ou moins importants selon les endroits, selon les wilayas. Nous avons tiré aussi des conclusions sur notre organisation, notre capacité à travailler en commun, ce qui est une première. N'oubliez pas que les partis politiques, il y a quelques mois, ne se parlaient pas. Puis on a commencé à s'échanger, à dialoguer. Nous sommes arrivés à mettre ensemble par écrit un document. Et puis maintenant, nous passons à une autre phase, c'est l'action directement sur le terrain. Donc il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de fabuleux, d'autant plus que en ce qui concerne Alger, la capitale avait été complètement fermée depuis la veille, qu'il y a eu une pseudo-manifestation sportive et je ne sais quoi
à l'endroit même où on devait tenir notre sit-in. Un orchestre, une troupe folklorique. Un déploiement des forces de police tout à fait inédit. Moi, j'ai dit un peu de façon ironique que la manifestation a réuni plus de 15 000 ou 20 000 personnes, dont la majorité étaient des policiers, mais on est condescendant et on veut bien les comptabiliser parmi les manifestants. Soufiane Djilali, parmi vos détracteurs, ceux qui pensent que c'est un échec, ceux qui essayent d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu une vraie adhésion populaire à cet appel, certains disent que les organisateurs, les membres de la CLTD, traînent trop de casseroles. Le RCD a été parmi les éradicateurs les plus acharnés. Soufiane Djilali, par exemple, on vous reproche d'avoir été un adjoint de Bokroh et aussi membre de, rappelez-moi comment le CNT, membre du CNT. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Bon, je pense que le temps qui passe, ça entraîne une forme de confusion dans les esprits et les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la vérité. Moi, je rappelle, mettons ça dans l'ordre chronologique. Après 88, il y a eu la Constitution de 89 qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, avait aboli le parti unique. Il y a eu une multitude de partis politiques qui avaient comme ça émergé. Il n'y avait pas de classe politique au sens propre du terme. Chacun a essayé de faire ce qu'il voulait. Moi, j'étais en France, j'étais chercheur dans un laboratoire, mais j'avais toujours l'envie de contribuer, d'aider mon pays à rentrer dans l'ère de la démocratie. J'avais vécu douloureusement les événements d'octobre 88 et je m'étais dit, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, je me suis engagé dans un parti politique parce que il me semblait que tel qu'il posait la problématique, il y avait quelque chose à faire. Puis advint le moment douloureux où il y a eu des événements. 90, des élections avortées, 91, l'effondrement du régime, puis une entrée dans une période très trouble. Monsieur Boudiaf était venu pour remplacer Monsieur Chedli. Dans le parti où j'étais, on était resté dans l'opposition et nous avions beaucoup travaillé pour essayer de renouer un peu les fils. Après l'assassinat de M. Boudiaf était venu le HCE. Il y avait entre autres l'installation du Conseil consultatif national auquel nous n'avions ni participé ni en aucune façon on était impliqués. Jusqu'en 1995, avec l'arrivée de M. Zarouel, qui n'avait aucun lien avec ce qui s'était passé en 90, il n'était pas avec les putschistes, puisque c'est un peu le nom qui revient. Il était un homme neuf qui venait de l'institution militaire. Mais je rappelle aussi, pour ceux qui ont vécu ces événements, il n'y avait plus que l'institution militaire qui était encore debout. Tout le reste était complètement détruit. À ce moment-là, M. Zarouel engage un dialogue avec tout le monde, y compris avec les prisonniers du FIS, puisqu'il s'était déplacé à la prison, il avait rencontré les dirigeants du FIS, il avait libéré quelques-uns parmi eux, dans l'espoir de redémarrer un dialogue national et de s'engager dans de vraies réformes de l'État pour construire une démocratie. Quelques mois après, il a tenu parole, il a mis en place une élection présidentielle qu'il a remportée et je pense que personne n'a discuté la régularité du scrutin. Qui ne se rappelle de ces files interminables à l'étranger où les Algériens avaient voté? Non pas seulement pour M. Zarouel, parce qu'il représentait l'ordre et l'institution militaire, mais aussi contre le terrorisme qui avait pris des dimensions ahurissantes, inhumaines, absolument condamnables, ou des meurtres. C'était un peu la première forme de Daesh. Rappelez-vous comment les assassinats étaient faits et le trouble dans lequel était la population. Après l'élection de 1996, M. Zarouel a annoncé des réformes rapidement pour aller vers des élections législatives. Et il avait demandé aux partis d'opposition de participer à cette phase intermédiaire.
Ce n'est qu'en janvier 96 donc que je suis rentré au CNT, en fait en mars 96, pour préparer les premières lois qui allaient permettre l'organisation des élections législatives de 1997. Donc j'ai participé pendant une année en tant qu'élément actif de la société politique, comme beaucoup d'autres partis, beaucoup d'autres personnalités qui venaient des droits de l'homme, qui venaient des partis d'opposition, etc., pour préparer la loi qui a permis l'élection du Parlement et surtout de la Chambre basse en juin 1997. Donc ça a duré 14 mois. Ensuite, c'était une phase de transition. Je n'ai participé aucunement ni dans la gestion du gouvernement, ni dans aucune autre institution. Et en 1997, beaucoup de partis qui aujourd'hui nous attaquent sur ce plan-là étaient très heureux d'avoir leurs députés. Je rappelle que ceux qui avaient boycotté les élections de 1995, donc les présidentielles, oui, c'était le FLN, le PT, le FFS, et ils étaient heureux de trouver une loi pour participer à l'institution sous la coupe de M. Zerouel. Donc je ne comprends pas que les gens qui avaient des députés en 97 parlent de 1996 comme si que moi j'avais tué des Algériens ou fait un coup d'État. Donc je revendique totalement cette phase-là. Je pense qu'on avait fait beaucoup de bien pour le pays. M. Zerouel avait tenu parole puisqu'il a fait une constitution en 96 avec notre participation, en limitant les mandats. Si on ne s'arrête qu'à cela, il a limité à 2 les mandats présidentiels. Malheureusement, après son départ, le dérapage a commencé. Mais moi, je veux être jugé sur mes actes et sur mes paroles, sur mes gestes, mais dans le contexte précis. C'est exactement comme si aujourd'hui, il y avait un homme, un vrai patriote, qui apparaît, qui va éliminer ce régime j'allais dire, un adjectif peut-être qui passerait mal, et qui promet une période transitoire, et toute la classe politique va lui dire, mais nous, on ne participe pas, préparez-nous le gâteau, nous, on vient manger. Donc moi, voilà l'histoire de mon action politique. Moi, quand je suis rentré en Algérie en 90, oui, j'avais le choix entre rester en France, peinard, dans mon laboratoire où j'avais toutes les possibilités de me développer. Je faisais des recherches, je publiais dans les revues internationales, mais j'ai choisi de rentrer dans mon pays pour me battre et instaurer la démocratie dans mon pays. Donc ce sont de faux procès qu'on me fait. Je sais aussi, je m'attendais à ce que ce genre de discours allait venir dès le moment où je me suis attaqué à ce système mafieux, où j'ai commencé à tirer sur un certain nombre de dirigeants. Pour toute réponse, je n'ai eu que ça. Moi, je propose aux gens d'aller visiter le curriculum vitae de beaucoup d'hommes qui sont dans le pouvoir ou qui sont aussi dans une pseudo-opposition, et on verra. Maintenant, si on ne veut pas faire d'erreur en politique, on reste chez soi. Si on ne veut pas prendre de risques, on reste chez soi. Jusqu'à présent, en mon âme et conscience, j'ai travaillé pour mon pays et pas pour mes intérêts. Très bien, je me suis exposé dans les années 90 à la répression. Je me suis exposé également aux rétorsions. Ceux qui étaient dans les maquis pouvaient aussi m'atteindre. Mais c'était un devoir qu'il fallait accomplir. Je l'ai accompli et je le referai si cela était nécessaire. Merci beaucoup. Ça a le mérite d'être clair. Vous vous êtes expliqué. Je ne vous cache pas que ces questions circulent abondamment sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est bien que vous ayez répondu aux Algériens d'apprécier votre réponse pour ce qu'elle vaut. Si vous me permettez, M. Bechenouf, je rajoute un seul petit mot. Je vous en prie. Si en Algérie, il y a un président de la République, des ministres, des généraux, des colonels, des wali, ou un seul personnage dans l'État à qui j'aurais demandé la moindre parcelle de service pour avoir un F2 ou F5 ou un logement ou un bout de terrain ou un crédit bancaire, je lui demande de le dire. Je n'ai jamais rien demandé, jamais rien obtenu et je n'ai jamais rien recherché de ce pouvoir-là. J'ai vécu de ma sueur, de mon franc,
de mon travail, rien de plus, et je n'ai jamais rien demandé. Donc je mets au défi ceux qui pourraient me reprocher quoi que ce soit, ni sur le plan financier, ni sur le plan matériel, ni sur tout autre plan. Merci beaucoup. Nous n'avons malheureusement pas pu joindre Faisal Mattawi pour un problème je ne sais pas, ça ne passe pas. Donc, mais nous avons le plaisir de recevoir notre confrère, journaliste Karim Kebir. Karim, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Karim. Alors, votre sentiment sur les manifestations du 24 février, succès, échec? Je crois, à mon avis, dans la situation politique actuelle, vu toutes les contraintes, comment dire, c'est-à-dire, on a vu quand même tous les espaces sont fermés, la difficulté pour les partis politiques d'organiser des marches, même des conférences publiques, la fermeture des médias lourds à l'opposition, un peu le traumatisme post-période terroriste donc, qui a touché les Algériens, les difficultés économiques, le travail de sape qui a été fait par le pouvoir en matière d'exercice politique, l'intoxication, plutôt la désinformation, l'intox, la dépolitisation d'une bonne frange de la population, la corruption. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, l'exercice politique devient une véritable gageur. Donc, réussir à sortir 10 personnes aujourd'hui pour une cause, c'est, de mon point de vue, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'opposition. Bien entendu, certains trouveront toujours à dire comme quoi ça a été un échec, qu'ils n'ont pas pu mobiliser énormément de monde. Mais comme je vous l'ai dit, vu les circonstances, de mon point de vue, ils ont réussi du moins à bousculer un peu le statu quo. La léthargie ambiante. Mais sinon, Karim Kebir, on ne peut pas s'empêcher de faire le constat. On a marché dans certaines régions, on s'est rassemblé dans d'autres, dans certaines villes et pas dans d'autres. Et comme d'habitude, à Tizi Ouzou et Abjaya, ça a été vraiment important. C'est les endroits où la participation a été la plus importante avec Insalah. Comment expliquez-vous cet engagement de nos compatriotes de Kabylie à chaque fois qu'il est question de se dresser contre le régime? Je pense que c'est des considérations historiques. Il faut dire qu'en Kabylie, il y a des traditions de lutte qui remontent à très longtemps. Quand même, on ne doit pas oublier que le premier soulèvement démocratique, ça a été fait en Kabylie en 80. Donc, depuis, quand même, il y a une certaine politique, plutôt une certaine culture politique, donc qui est établie. Donc, les gens ont l'habitude de s'organiser, déjà sur le plan même sociologique, où beaucoup de villages sont organisés autour des comités de village. Il y a un tissu associatif important. Voilà, mais tout de même la Kabylie, elle a été touchée ces dernières années par le travail qui a été fait par le pouvoir central, c'est-à-dire à travers ces relais, à travers une corruption, à travers la répression, à travers un peu les harcèlements. Donc ça fait que même la Kabylie ne mobilise pas dans les mêmes proportions qu'elle le faisait auparavant. Mais tout de même, je vous le dis, pour des raisons historiques, c'est-à-dire de tradition politique, donc les gens sont toujours organisés, donc ils répondent toujours présents quand il s'agit de défendre certaines causes démocratiques ou certaines causes qu'ils jugent quand même utile de défendre. Karim Kebir, vous pensez que le régime, maintenant, une fois que ces manifestations ont eu lieu hier, vous pensez qu'il va y regarder à deux fois pour ce qui est de cette question du gaz de schiste, ou alors il va se dire non, c'est bon, maintenant on est sûr que plus personne ne va
se dresser sur notre chemin, il faut y aller franco de port. Écoutez, à mon avis, le fait qu'il a mobilisé un peu la police, c'est-à-dire les corps de sécurité pour mater un peu les manifestations, le fait qu'il recourt à la manipulation, qu'il descend, que le Premier ministre organise c'est-à-dire un meeting, le patron du GTA, le patron du patronat, je pense que c'est un message très clair de la part du pouvoir, comme quoi ils sont décidés à aller jusqu'au bout de leur logique. Mais cela n'empêche pas qu'il y a une forme de panique chez eux parce que ils ont peur quand même d'un effet d'entraînement parce que la question du gaz du schiste quand même, jusque-là ils ont toujours utilisé par exemple la Kabylie pour la stigmatiser à travers les accusations de manipulation de l'étranger et tout, mais aujourd'hui là c'est dans les régions du sud là où les gens sont connus pour être des gens calmes, qu'on a toujours considérés comme étant des gens très sages. Et là, quand même, il réalise un peu qu'il y a une lame de fond dans la société, c'est-à-dire il y a un renouvellement générationnel, il y a une prise de conscience, donc il y a une forme de panique chez eux, et donc c'est pour ça qu'ils utilisent un peu et la répression et la manipulation, parce que le discours de celui-là hier était scandaleux, c'est-à-dire il dénie un peu à la population algérienne d'être consciente, de comprendre un peu les enjeux autour de certains projets, et de demander à ce qu'elles soient associées. Et malheureusement, on a toujours, c'est le même registre, c'est-à-dire quand il y a des manipulations, il y a des gens, ils font du chantage du chantage avec la peur, avec la sécurité. À chaque fois, ils essayent de faire le chantage ça, donc ça c'est révélateur un peu de leur panique. Mais aussi, c'est un message délivré comme quoi ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Merci. Donc, dans un autre sens, c'est des gens qui ne sont pas prêts à écouter l'opposition ni à écouter les partis politiques. Merci. Il n'y a pas un grand rapport de force. Merci Karim Kabir. Merci Karim Kabir. Soufiane Djilali, il nous reste environ 1 minute. Si vous pouviez nous dire quelle va être la suite des événements pour vous, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Merci. Très rapidement, les petites semaines à venir verront un conclave de l'opposition. On espère sortir avec des décisions importantes pour renforcer l'organisation de l'opposition. C'était un premier pas hier qui est considérable. Nous avons brisé le mur de la peur. Les citoyens sont très attentifs. Il ne fallait pas s'attendre à un grand afflux, mais c'est naturel. L'opposition se construit pas à pas. Nous sommes en train de donner la preuve que l'opposition agit selon une stratégie, que ça a commencé au début, les gens prenaient ça comme peut-être superficiel, mais au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que tout est réfléchi, ce qui est en train d'être fait. Nous montons en puissance progressivement et Inch'Allah, une fois que le peuple aura compris ce que nous sommes en train de faire, je n'ai aucun doute, et il viendra nous soutenir, non pas pour nous-mêmes, non pas pour notre pauvre petite personne, mais pour le pays, pour l'avenir de nos enfants, pour le futur du pays. Merci Soufiane Djilali. Cette émission est terminée. Salam alaikum, khawa la khair. Slama.